Steve, sérieusement? Comment un continent a pu donner naissance à tant d'espèces effrayantes? On dirait bien que l'Australie a modelé de nombreux animaux simplement en étant l'Australie. Ah! Ah! No! Stop! Ah! No! Ah! 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 Ne vous méprenez pas, Steve et moi, on adore l'Australie. C'est un endroit merveilleux, mais très surprenant. Regardez cette petite chose adorable et insouciante. C'est un dasure tigre et il est adorable. Regardez cette queue. Le dasure se nourrit d'insectes nuisibles et il peut vivre près des humains sans causer de problème. Il est presque parfait, à un détail près. Il est l'ancêtre de cette créature. Lorsque l'Australie s'est séparée du reste du monde, les dasures se sont retrouvés isolés des autres animaux. Puis, il y a 10 à 15 millions d'années, quelques-uns d'entre eux ont décidé de changer de méthode et ils ont choisi la violence. Ainsi, leur lignée s'est enrichie d'une nouvelle branche, le diable de Tasmanie. Ces diables de Tasmanie étaient 15% plus grands et 50% plus lourds que ceux que vous voyez à l'écran. Et on a de la chance que l'espèce est un peu rétrécie depuis, car ces animaux sont beaucoup trop agressifs. J'irai pas jusqu'à les qualifier de véritables monstres, mais les faits parlent d'eux-mêmes. En 2012, des diables de Tasmanie ont été introduits sur l'île Maria à l'est de la Tasmanie. Pas par hasard, mais dans un but noble. Créer une nouvelle population de ces animaux pour empêcher l'extinction de l'espèce. Mais il s'est vite avéré que cette décision n'était pas très judicieuse. Comme toujours quand on déplace des animaux dans une région qui n'est pas la leur. Les diables de Tasmanie se sont sentis trop à l'aise sur l'île et de 28 individus, on est vite passé à 100. Non seulement ils se sont reproduits activement, mais ils ont éliminé 3000 couples de manchots pygmées, mettant en péril l'ensemble de la population. Et les diables de Tasmanie les tuaient indistinctement, jeunes, vieux, adultes. Ils mangeaient même des puffins à bec grêle, ainsi que d'autres oiseaux. En bref, malgré les avertissements des chercheurs, ce programme de sauvetage du diable de Tasmanie a mis en danger de nombreux oiseaux. Les diables de Tasmanie ont également un caractère bien trempé. Vous vous souvenez de ce personnage des Looney Tunes? Les véritables diables de Tasmanie ont quelque chose en commun avec lui. Lorsque l'un d'entre eux se sent menacé, il passe en mode berserk. Il grogne, il charge et il grince des dents. Il émet des bruits diaboliques, terrifiants, qu'on croirait venus d'un autre monde. Si beaucoup d'animaux préfèrent vivre en solitaire, je pense que dans le cas du diable de Tasmanie, c'est une question de caractère. D'autant plus que ces cris inquiétants ont pour but premier d'effrayer ses propres congénères, mais les cris les plus courants ressemblent à ça. Non, ces animaux n'essaient pas de s'entretuer, ils veulent s'accoupler. Oui, même la parade nuptiale des diables de Tasmanie a l'air violente. Et vous pensez quoi du fait que ces animaux dévorent leur proie en entier? Ils les avalent pas comme des pitons, mais ils mangent absolument tout. Tissus mous, organes, os, tout est bon à prendre. Leurs mâchoires très puissantes leur permettent de déchiqueter les proies les plus dures. Le diable de Tasmanie est réputé être le mammifère dont la morsure est la plus puissante par rapport à sa masse, 553 newtons. Au fait, est l'ancêtre du diable de Tasmanie. Son parent disparu était plus grand et il ressemblait à un croisement entre un diable de Tasmanie moderne et une hyène. Selon les scientifiques, il devait s'agir d'un prédateur très actif avec une morsure encore plus puissante. Son régime alimentaire était composé à 75% de viande fraîche, ce qui signifie qu'il chassait tout ce qu'il pouvait. Les diables de Tasmanie modernes, eux, sont avant tout des charognards. Leur ancêtre vivait dans les forêts du nord-ouest de l'Australie à la fin du Miocène, il y a 5 à 12 millions d'années. Puis il s'est éteint à cause du changement climatique. Sans ça, cette créature aurait fini par devenir énorme en raison du gigantisme insulaire. Vous imaginez un prédateur agressif et vicieux, à la morsure méga puissante et de la taille d'un tigre. Je préfère pas imaginer. J'ai une question. Pourquoi l'adorable Dasure a donné naissance au diable de Tasmanie? Il vivait pourtant la belle vie. En fait, ça s'est produit après que l'Australie s'est détachée du reste du monde. À l'époque, le nombre d'animaux sur son territoire était assez limité.
La plupart des mammifères étaient des marsupiaux qui ont dû évoluer dans des directions très différentes pour pouvoir occuper chacun sa propre niche écologique. Ainsi, le thylacine et autres espèces du genre Thylacoleo ont endossé le rôle de prédateurs qu'occupent les loups et les grands félins dans le reste du monde. La ressemblance est d'ailleurs frappante, mais avec une touche australienne. Sur cette image, on peut voir plusieurs animaux et leurs homologues marsupiaux d'Australie. Par ailleurs, tout endroit de la planète a besoin de charognards, des animaux qui nettoient le sol des carcasses afin que les bactéries et les germes ne se répandent pas de manière incontrôlée. L'Australie ne fait pas exception. Les d'Azur tigres n'ont pas eu le choix. Certains d'entre eux ont dû assumer ce rôle. C'est ainsi qu'est apparu le diable de Tasmanie. C'est comme ces parents qui choisissent le métier de leur enfant sans qu'il n'ait son mot à dire. C'est quoi cet endroit? On est où? On est en Australie. Non! Pourquoi cet animal est si démoniaque? Il l'est sans doute devenu pour faire face à la concurrence des autres animaux australiens, qui sont pas tendres non plus. Et le d'Azur tigre n'est pas le seul à avoir subi une transformation similaire. Vous avez déjà vu des wombats? Ils sont extraordinaires. De nos jours, ils ressemblent à des ours miniatures, mais leurs ancêtres étaient un produit typique de l'Australie. Il y a des milliers d'années, le continent abritait des marsupiaux géants qui pesaient plus d'une tonne, qui étaient dotés de longues griffes et qui avaient des coudes bizarres impossibles à plier. Ces animaux appartiennent à la famille des Palorchestidae. Selon toute vraisemblance, ils sont apparus il y a plus de 20 millions d'années et ils pourraient avoir survécu jusqu'à il y a 50 000 ans, c'est-à-dire qu'ils ont coexisté avec des humains. Les scientifiques pensent qu'ils ressemblaient à des wombats géants avec une grande queue. Et on a découvert qu'au fur et à mesure de l'évolution, ces animaux devenaient de plus en plus gros, toujours plus gros. Voici à quoi ressemblaient leurs mâchoires. Même si un wombat de la taille d'un cheval peut sembler intimidant avec ses griffes acérées, ces créatures étaient sans doute des herbivores. Leurs griffes puissantes leur servaient à croquer la végétation, et ils se tenaient parfois debout sur leurs pattes arrière pour se nourrir. Compte tenu de leur taille, ces anciens wombats n'auraient pas pu grimper aux arbres ou y vivre comme les marsupiaux modernes. Pour qu'un animal devienne une espèce australienne unique, il lui fallait d'abord atteindre l'Australie. L'Australie faisait autrefois partie du supercontinent méridional Gondwana qui comprenait aussi l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde et l'Antarctique. Le Gondwana a commencé à se désagréger il y a 140 millions d'années, puis l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et elle est restée isolée. Voici à quoi ressemblait la planète il y a 60 millions d'années, et il y a 40 millions d'années. Les animaux du reste du monde pouvaient aller n'importe où, malgré la distance, mais les animaux d'Australie étaient en quelque sorte piégés. Ils ont été façonnés et ont évolué grâce au climat et à la géologie unique de l'île. Dans une certaine mesure, l'Australie a même été préservée du changement climatique. Pendant que les autres continents se refroidissaient et que leurs habitants disparaissaient ou se transformaient au point de devenir méconnaissables, la faune unique du Gondwana est restée en l'état sur le sol australien, avec quelques modifications bien sûr. Vous voyez cette ligne? Aucun animal, à l'exception peut-être des oiseaux, ne pouvait la franchir. Les animaux vivant en Australie ont dû s'habituer à un certain confinement. Il y a environ 15 millions d'années, le climat a commencé à devenir plus sec, mais des zones tropicales humides ont subsisté. Ce mélange de facteurs a donné naissance à un grand nombre d'animaux uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les phasmes sont des insectes qui se nourrissent de feuilles et qui ressemblent à ces mêmes feuilles. Pour se cacher des prédateurs, ils ont imaginé des formes très surprenantes. Il existe en Australie environ 150 espèces de phasmes, dont les plus grands du monde entier. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Voici à quoi ressemblent des phasmes ordinaires, et voici des phasmes australiens. Extatosoma tiaratum, également appelé phasme scorpion, est un insecte très intéressant. Les femelles de cette espèce ont un corps très large, mais des ailes courtes qui les empêchent de voler. Imaginez maintenant une créature de 20 cm de long, dotée de nombreuses épines sur la tête et les pattes, dont une touffe d'épines à l'arrière de la tête. Mâles et femelles adoptent une posture menaçante en cas de danger, se dressant sur leurs pattes avant et du milieu et pointant leur abdomen vers le haut ou le côté, comme un scorpion.
Si l'abdomen est touché, ils rejettent leurs pattes en arrière pour se défendre et les épines qu'elles portent peuvent percer la peau humaine. En prime, les adultes font des bruits de cliquetis et dégagent une odeur rappelant le caramel. Autant dire que ce moyen de défense ne fonctionnera pas contre de jeunes enfants. En outre, les mâles peuvent tenter d'effrayer les prédateurs en déployant leurs ailes. Ils sont assez intimidants, mais heureusement pour nous, ils ne peuvent pas nous mordre, ils ne mangent que des feuilles. Mais pourquoi un vulgaire phasme est devenu ainsi ? C'est très simple, cette apparence effrayante a été façonnée par l'environnement agressif qui entourait cet insecte et par le besoin de s'en protéger. À nos yeux, ce phasme est effrayant, mais pour un prédateur, c'est rien d'autre qu'une feuille. Une feuille qui sent le caramel. Il en va tout autrement pour le phasme Goliath. Cet insecte est parmi les plus grands d'Australie, les mâles mesurant de 105 à 146 mm et les femelles de 155 à 204 mm. Lui aussi a appris à se camoufler, évoluant pour ressembler à une feuille ou à une branche d'arbre. Ce camouflage est renforcé par un balancement du corps dont on pense qu'il limite le mouvement des feuilles et des branches dans le vent. Le phasme Goliath peut aussi déployer ses ailes et adopter une attitude menaçante. Si les choses deviennent sérieuses, il n'hésite pas à donner des coups avec ses pattes arrière pour effrayer les prédateurs. Mais qu'a-t-il de particulier ? Eh bien, il a poussé les choses plus loin que ses congénères. Le phasme Goliath est connu pour se nourrir d'oiseaux insectivores et omnivores. D'oiseaux, ce phasme chasse des oiseaux. Bon, en réalité, il se nourrit surtout de plantes. Les phasmes australiens sont très habiles pour tromper les autres et ils ne se contentent pas de ressembler à des bâtons. Avant même leur naissance, ils se déguisent déjà en graines. Jeunes, ils imitent des fourmis et ce n'est qu'en grandissant qu'ils se transforment en feuilles ou en bâtons. On pourrait croire qu'il est difficile pour eux de se repérer les uns les autres, mais ils communiquent à l'aide de phéromones, ce qui règle le problème. Après l'accouplement, la femelle pond des œufs qui tombent sur le sol de la forêt et le cycle recommence. Essayons maintenant de comprendre pourquoi les phasmes australiens sont si australiens. Comme je l'ai dit, ils ont dû faire face à un environnement très agressif. Des scientifiques ont découvert que la diversité des formes et des espèces de phasmes a explosé après l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Lorsque les dinosaures ont disparu, les oiseaux sont arrivés, ainsi que toutes sortes de mammifères prédateurs dont les phasmes ont dû apprendre à se cacher. L'Australie et les îles environnantes abritent environ 800 espèces d'oiseaux. C'est beaucoup. En fait, on pense qu'environ 60% de la population mondiale de passereaux en est originaire. Je le disais, la plupart des caractéristiques uniques de l'Australie sont liées à son isolement par rapport aux autres continents. L'absence quasi totale de prédateurs a permis aux oiseaux de prospérer. Non seulement les espèces indigènes, mais des oiseaux venus d'autres parties du monde. Les phasmes n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de changer de look. Il ne suffisait plus de ressembler à des bâtons et à des feuilles. Il est dommage qu'on n'en sache pas beaucoup sur les origines des phasmes, notamment sur leur évolution. Contrairement aux mammifères dont les os sont résistants, le corps des insectes se conserve très mal, ce qui rend presque impossible de trouver des traces de leur passage après plusieurs millions d'années. Mais tous les phasmes ont un ancêtre commun, et ses descendants qui se sont retrouvés en Australie sont devenus incroyablement cool. Comment ne pas être impressionné par le fait que les phasmes peuvent se reproduire après la mort ? Les scientifiques ont découvert que même si un phasme est mangé par un oiseau, il a une chance de procréer. C'est simple, lorsqu'un oiseau mange un phasme, les œufs qu'il contient peuvent traverser sans dommage le système digestif de l'oiseau. Et vous savez quoi ? Ces œufs peuvent ainsi profiter de la chaleur douillette d'une crotte d'oiseau pour éclore. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Ça vous rappelle quelque chose ? Pas étonnant, car c'est exactement ce que font de nombreuses plantes avec leurs graines. Ainsi, les phasmes ne se contentent pas de ressembler à des plantes, ils agissent même comme des plantes en étendant leur territoire. Et même si c'est pas le principal moyen qu'ils utilisent pour disséminer leurs gènes, il faut admettre que le fait de pouvoir se reproduire après la mort est une capacité incroyable. L'Australie est connue pour ses insectes effrayants, qui lui valent la réputation d'être le paradis sur Terre de tout ce qui rampe et grouille. Mais en vérité, l'Australie n'abrite pas une proportion inhabituelle d'insectes effrayants. Simplement, elle regorge d'insectes en tout genre. Sur les quelques 200 000 espèces animales connues en Australie,
96% sont des invertébrés, dont 75% sont des insectes. C'est cette proportion qui crée l'illusion que le pays sert de foyer aux créatures les plus effrayantes. Tout est question de chiffres. L'Australie abrite un nombre impressionnant d'espèces endémiques. Elle compte environ 300 espèces de mammifères terrestres et pas moins de 90% d'entre elles ne vivent qu'en Australie, exception faite des zoos et des espèces qui ont été introduites ailleurs par l'homme. En outre, environ 70% des oiseaux et près de 90% des reptiles d'Australie sont endémiques de ce pays remarquable. Peu d'endroits sur Terre peuvent se targuer de chiffres aussi impressionnants. En Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, les animaux se déplaçaient, ils migraient sur de longues distances et ils s'habituaient à de nouveaux environnements. En Australie, les animaux devaient rester en place. Et les changements qui ont affecté le continent ont eu un effet remarquable sur ces espèces. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec une telle quantité d'animaux uniques. Vous savez quel est mon animal endémique de l'Australie préféré? L'ornithorynque. Les ornithorynques sont une absurdité évolutive. La nature a pris une loutre, un canard, un lézard et elle y a ajouté un peu de venin. Résultat, l'ornithorynque. En 1799, les premiers scientifiques qui ont examiné le corps d'un ornithorynque en ont conclu qu'il s'agissait d'un faux fabriqué à partir de plusieurs animaux. Ils pensaient que quelqu'un avait cousu un bec de canard sur le corps d'un castor. Et franchement, ça peut se comprendre. Personne de sensé n'aurait cru que la nature était capable de créer une telle chose. À l'époque, les scientifiques ignoraient ce dont l'Australie était capable. Tout a commencé il y a 280 millions d'années lorsque des reptiles ressemblant à des mammifères ont divergé de la lignée qu'ils partageaient avec les oiseaux et les autres reptiles. 80 millions d'années après cet événement, les mammifères ovipares se sont séparés de la grande lignée des mammifères. Cette étrange petite branche de l'arbre généalogique comprend l'ornithorynque et 4 espèces d'échidnés. En un sens, ils sont à mi-chemin entre les lézards et les mammifères. Si vous êtes confus, cette image montre clairement comment les choses se sont passées et comment l'ancêtre de l'ornithorynque s'est retrouvé en Australie. Voici le stéropodon, un animal dont le destin était de vivre isolé. Avant de donner naissance à l'ornithorynque, il a évolué en monotrématome. Ça a pris environ 60 millions d'années, mais depuis lors, les ornithorynques n'ont quasiment pas changé. Ils ont atteint la perfection évolutive, pour ainsi dire. Le ventre de l'ornithorynque est différent de celui des autres mammifères. Il lui manque un élément. En effet, le lait de l'ornithorynque s'écoule par les pores de son ventre et non par des mamelons comme chez les autres mammifères. Une autre adaptation incroyable est la façon dont l'ornithorynque cherche sa nourriture. Il ferme les yeux, les oreilles et le nez et repère ses proies sous l'eau en détectant leur champ électrique avec son bec de canard. Des aiguillons venimeux se trouvent sur les pattes arrière des mâles, ce qui est également unique. Si un auteur de science-fiction créait une telle créature, tout le monde l'accuserait d'en faire trop. Comment une telle chose peut exister? En fait, personne ne sait pourquoi l'ornithorynque a décidé d'arrêter d'évoluer et de rester comme il était. Au cours de millions d'années, il n'a emprunté aucun trait aux oiseaux, aux reptiles ou aux mammifères. C'est peut-être encore la faute de l'Australie. Et de son caractère isolé. À propos, vous savez quel pays possède le plus d'animaux venimeux? Non, pas l'Australie. La première place revient au Mexique avec 80 espèces venimeuses, suivi du Brésil avec 79, tandis que l'Australie n'en compte que 66. Le nombre d'espèces venimeuses dépend directement de la chaleur. Cette règle fonctionne même aux États-Unis. Plus on se rapproche de l'équateur, plus la faune est venimeuse. Il y a bien sûr des exceptions, mais dans l'ensemble, c'est logique. Les créatures les plus venimeuses sont les animaux à sang froid tels que les serpents, les araignées et les méduses. Ils ne peuvent tout simplement pas survivre dans les climats froids. On pense également que la production de venin consomme beaucoup d'énergie. Ainsi, au lieu de devenir venimeux, les autres animaux utilisent leurs ressources pour se défendre contre le froid. En effet, pourquoi s'embêter à avoir du venin si c'est pour mourir de froid quelque part sous une vieille souche? À ce stade, certains d'entre vous se disent peut-être « Au Canada aussi, il y a des serpents venimeux ». Pourquoi? Eh bien, l'habitat de ces serpents est limité au sud du Canada et ils hibernent pour survivre à la saison froide.
Le climat brûlant et sec de l'Australie en fait l'environnement idéal pour le développement des animaux venimeux. À ce propos, vous avez entendu dire que le réchauffement climatique risque de repousser les animaux venimeux vers le nord. Je préfère pas trop y penser. Car même les plantes d'Australie sont sacrément venimeuses. Certaines d'entre elles provoquent une douleur si atroce qu'elle persiste pendant des semaines, voire des mois. Selon une étude récente, les plantes du genre dendrocnide produisent une toxine similaire au venin d'araignée. Je répète, au cas où vous n'auriez pas écouté, cette plante produit du venin d'araignée. Enfin, presque. Elle est recouverte de minuscules appendices en forme d'aiguilles qui ressemblent à de fins poils mais qui agissent comme des seringues. Ces aiguilles permettent d'injecter des toxines dans le corps au contact de la peau. Et ces toxines ciblent les mêmes récepteurs de la douleur que le venin d'araignée. Il pourrait s'agir d'un exemple d'évolution convergente, c'est-à-dire l'apparition de traits similaires chez des espèces non apparentées. En l'occurrence, pas apparentées du tout, s'agissant d'un animal et d'une plante. Ce phénomène est souvent causé par des pressions environnementales et des modes de vie similaires, ce qui signifie, oui, ça signifie que l'Australie exerce une telle pression sur les êtres vivants que même les plantes ont besoin de venin pour se défendre. En fait, si on demande à quelqu'un de citer les créatures les plus mortelles d'Australie, il énoncera sûrement une longue liste de noms de serpents, d'araignées et de requins. Peut-être que des méduses et des pieuvres y figureront aussi. Mais en vérité, qui devrait être en tête de liste? L'abeille domestique. Vous avez pas peur des abeilles? Pourtant, ce vaillant insecte introduit en Australie en 1822 tue entre 1 et 2 Australiens par an. Les requins font moins de victimes que ça, et le nombre de décès causés par des morsures d'araignées est également inférieur. Pour la plupart des gens, une piqûre d'abeille ne provoque qu'une douleur et un léger gonflement. Mais on estime que près de 3% de la population est allergique au venin d'abeille, souvent sans le savoir. Entre 2000 et 2013, environ 42 000 personnes ont été hospitalisées à la suite de piqûres et certains de ces cas ont été mortels. Parmi ces incidents, les piqûres d'abeilles, de guêpes et de frelons ont été à l'origine de 31% des hospitalisations, loin devant les terrifiants prédateurs venimeux d'Australie tels qu'araignées et serpents. La raison du pourcentage élevé de décès dus aux piqûres d'abeilles est assez étrange. Lorsqu'une personne est mordue par un serpent ou une araignée, elle se rend naturellement à l'hôpital, alors qu'on a tendance à sous-estimer les abeilles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. What the hell? Oh my God, no way, yeah. Certains considèrent très sérieusement que les animaux les plus dangereux d'Australie sont les abeilles. Mais si l'on consulte les statistiques, au niveau mondial, les abeilles ne sont qu'au 16e rang des causes de décès en 2022. Est-ce que les abeilles australiennes sont spéciales? Ou peut-être que leurs victimes sont si habituées à faire face à des tas de créatures venimeuses qu'elles ne s'inquiètent pas de la présence de quelques abeilles. Sans études détaillées, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Il y a quelques années, un homme paniqué a appelé le SAMU et réclamé une ambulance car il avait peur de se vider de son sang. Tout ça parce qu'il avait été attaqué par l'oiseau le plus dangereux du monde. Imaginez un dinosaure moderne de 60 kg, doté de griffes mortelles, capable de sauter à 1,50 m de hauteur, tout en attaquant sa cible de ses griffes en forme de poignard. Pas étonnant que les gardiens de zoo utilisent des boucliers pour se protéger des casoars. Et c'est pas toujours suffisant, car il est très difficile d'échapper à un casoar. Non seulement ces oiseaux savent courir, mais ils peuvent atteindre la vitesse de 50 km/h dans une forêt dense. En outre, les casoars sont bons nageurs. Ils peuvent traverser de larges rivières et même nager dans la mer. Ils sont également omnivores. Il existe d'autres oiseaux qui consomment de la viande, mais les casoars sont de véritables experts de l'alimentation omnivore. Ils font pas les difficiles, ils mangent tout ce qui entre dans leur bec. C'est de la viande? C'est vivant? C'est mort? Aucune différence. C'est pas pour rien que j'ai comparé ces oiseaux à des dinosaures. Les casoars sont des créatures incroyablement anciennes, dont l'histoire remonte à 60 millions d'années, en plein Crétacé, lorsque les dinosaures régnaient sur la Terre.
Notez que c'est également à cette époque que l'ancêtre de l'ornithorynque, très similaire à son descendant, est apparu pour la première fois. En raison de leur ancienneté, les casoars conservent certaines caractéristiques communes avec les dinosaures, comme leurs pieds à 3 orteils et leur système respiratoire. Si tous les oiseaux descendent des dinosaures, les casoars semblent avoir pris soin de leur héritage. Des scientifiques étudient les casoars, mais on manque encore de données sur leur évolution. Il y a quelques années, on a découvert un dinosaure qui ressemble beaucoup à cet oiseau. Les similitudes sont nombreuses, de l'impressionnante crête au long cou, en passant par le corps semblable à celui d'une autruche. Ce squelette a été découvert dans le sud de la Chine, et bien que la découverte n'ait pas encore fait l'objet d'une analyse approfondie, il est possible que de tels dinosaures soient restés coincés en Australie et aient fini par évoluer en casoars. Mais pourquoi les casoars ont arrêté d'évoluer ? L'évolution offre de nombreux choix, ils auraient pu se transformer en quelque chose d'autre. Le plus probable est que la niche écologique des casoars leur convenait bien, ils n'avaient pas besoin d'en changer. C'est l'absence de prédateurs qui a permis aux casoars de devenir grands et incapables de voler. Pratique, ces oiseaux se sont révélés parfaitement adaptés à leur habitat. Les forêts tropicales où vivent les casoars existent depuis 180 millions d'années. Il s'agit des plus anciennes forêts humides de la planète. Aussi étrange que ça paraisse, ces forêts doivent une grande partie de leur longévité et de leur immensité aux casoars. C'est très simple, les oiseaux mangent des fruits dont certains sont toxiques pour les autres animaux et ils dispersent leurs graines dans toute la forêt via leurs excréments. Et tout ça sur une grande surface, ce qui assure la bonne santé des forêts depuis des siècles. Bon, qui j'oublie? Ah oui, les grenouilles! Alors, voici à quoi ressemblent des grenouilles ordinaires. Mignonnes et en général vertes. Et voici l'apparence qu'ont pris les grenouilles une fois arrivées en Australie. Oui, ce bloc de gelée rose est bien une grenouille, qui a renoncé à presque tout ce qui faisait d'elle une grenouille. À la place, elle a choisi de vivre dans le désert et de creuser des terriers. Une grenouille ordinaire placée à un endroit où l'humidité est rare, ça ressemble à ça. Mais Myobatrachus gouldii est un animal très particulier. D'abord, si vous en voyez une, ça veut dire que vous êtes en plein désert australien. Cette grenouille aime les sols sablonneux et meubles et elle ressemble à un morceau de viande crue sur lequel on aurait collé des yeux. Un autre fait intéressant la concernant, c'est qu'elle ne passe pas par le stade de tétard, contrairement à de nombreuses autres grenouilles. En raison de la rareté des plans d'eau dans le désert, elle attend patiemment des pluies abondantes. Lorsqu'il pleut enfin, notre grenouille s'empresse de s'accoupler et de pondre des œufs, d'où éclosent des grenouilles minuscules mais pleinement développées. Pas de tétard et pas de baignade. Pour comprendre le caractère unique de cette grenouille, écoutons les zoologistes. Myobatrachus gouldii a une façon unique de creuser le sable. Elle utilise les pattes avant au lieu des pattes arrière. Ça peut sembler anodin, mais pour une grenouille ordinaire, les puissantes pattes arrière conviennent bien mieux pour déplacer la terre. Cependant, les pattes arrière de Myobatrachus gouldii sont devenues plus courtes et plus faibles au fil du temps. Elle a un peu trop joué les gros bras, et ce petit changement de comportement fait d'elle la moins grenouille des grenouilles. C'est pas qu'une question d'apparence ou de taille, elle n'a même pas un corps de grenouille. Comment elle en est arrivée là ? La réponse est toujours la même. Lorsque l'Australie s'est séparée du reste du monde, blablabla, vous avez compris. Il faisait chaud, la grenouille n'avait pas le choix, et maintenant, elle ressemble à ça. C'est toujours mieux que de disparaître. On pensait que la bizarrerie de l'Australie avait atteint son apogée avec la grenouille aux pattes atrophiées. Mais non, l'évolution nous surprend encore avec le 5 géant. Environ 1500 espèces de lézards appartiennent à la famille des 5. Il s'agit de petits reptiles dotés de courtes pattes et dépourvus de cou au sens habituel du terme. Ces petites créatures trapues sont présentes un peu partout. Il n'est donc pas surprenant que le plus grand 5 connu ait été découvert récemment là où de nombreuses autres créatures géantes vivaient autrefois, en Australie. Des scientifiques ont découvert dans des grottes de Nouvelle-Galles du Sud un crâne et une mâchoire d'une taille inhabituelle, ressemblant au reste d'un lézard. L'analyse a montré que les deux os appartenaient à une espèce éteinte de 5.
une espèce qui jusqu'à présent était inconnue de la science. Cette espèce, surnommée Megachonk et Chonkosaur par les scientifiques, était beaucoup plus grande que les 5 modernes. Un 5 ordinaire mesure environ 10 cm de long et pèse moins de 2 grammes. Mais son ancêtre atteignait 55 cm et pesait environ 2,7 kg, soit 1000 fois plus que ses descendants. Le plus proche parent vivant de ce géant disparu ressemble à ça. C'est le 5 rugueux. Trapu, il mesure environ 30 cm de long, ce qui reste plus petit que le Chonkosaur. L'explication de son gigantisme est assez simple. Le schéma se répète. Peu de prédateurs, mais beaucoup de nourriture disponible. Ainsi, le lézard a pu grandir sans souci. L'Australie abritait autrefois de très gros animaux. Des kangourous pesant 450 kg, des wombats de 2 tonnes, des lézards de 8 mètres de long, des oiseaux incapables de voler et pesant 180 kg, et des tortues aussi grosses que des Volkswagen. C'est à ça que ressemblait l'Australie dans le passé. Elle abritait aussi l'un des plus grands aigles ayant jamais volé. Il avait une envergure d'environ 3 mètres. Ce magnifique oiseau avait des serres si puissantes qu'il pouvait attraper un koala ou un petit kangourou pour le déjeuner. Tous ces animaux étonnants vivaient encore en Australie il y a 45 000 ans, quand soudain, ils se sont presque tous éteints d'un coup. Pourquoi ? Car le principe « beaucoup de nourriture, peu de prédateurs » a été mis à mal par l'arrivée de l'homme sur l'île. Des scientifiques ont récemment découvert que certaines de ces grandes créatures n'avaient pas disparu en raison du changement climatique comme on le pensait auparavant. Il semble qu'ils aient tout simplement été dévorés, ou que leur habitat ait été détruit. Mais laissons les humains de côté, puisqu'une fois encore, ils sont en train de tout gâcher. L'Australie créait, et crée encore, des animaux extraordinaires auxquels elle fait faire des choses bizarres. Même les plantes y deviennent énormes. Difficile à croire, mais oui, tout ça est une seule et même plante. Ça aussi en fait partie, c'est un seul et même organisme. Et en voilà encore un morceau. En juin 2022, des scientifiques sont tombés sur la plus grande plante connue. Ils ont trouvé cette incroyable plante aquatique au large des côtes australiennes. Elle s'étend sur plus de 181 km². Et c'est pas tout, elle a réussi à atteindre cette taille incroyable en se clonant plusieurs fois. Cette plante, appelée Posidonie australienne, est âgée d'environ 4500 ans, ce qui signifie qu'elle a eu tout le temps de se cloner. Résultat, ce qui pourrait bien être le plus grand être vivant au monde, et certainement le plus grand exemple connu de clonage. En fait, les scientifiques étudiaient simplement des plantes aquatiques pour tester leur diversité génétique. Imaginez leur surprise lorsqu'ils ont découvert que ces vastes prairies sous-marines n'étaient en fait qu'une seule et même plante. Et que cette plante avait appris à tolérer une large gamme de températures, une salinité variable et une lumière extrêmement brillante. N'importe quelle autre plante souffrirait dans de telles conditions, mais celle-ci continue de croître. Elle a réussi à vivre une vie incroyablement longue sans se soucier de se reproduire de façon ordinaire. Imaginez, elle était déjà là lorsque la grande pyramide de Gizeh a été construite, à l'époque où l'Iliade a été écrite, et même lorsque les mammouths se sont éteints. Et maintenant, elle se repose tranquillement dans des eaux peu profondes. Elle profite de la vie. A plus.